pas d'intro pour celle-là. On m'a dit que la précédente était trop molle. Ou je rythme davantage. Allez, go. J'ai un ami, que nous appellerons Tommy. Et Tommy, il est marrant parce que c'est un artiste raté, qui a fini par obtenir une certaine reconnaissance due à ses échecs. Mais aujourd'hui, il est perturbé, Tommy, parce que il n'arrive pas à dire si du coup, on peut considérer qu'il a eu du succès grâce à ses échecs. Est-ce que l'échec peut être un succès, voire une réussite? Et je lui ai dit, pour décanter tout ça, Tommy, moi je peux peut-être t'aider. On va parler succès et réussite. Et je suis bien placé pour en parler. Bon là bien sûr, Tommy il a rigolé. Mais je lui ai immédiatement mis un stop pour aller chercher le littré, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Alors le littré nous dit, succès, progrès de ce qui se développe, ce qui arrive survient, résultat. La réussite, issue, bon succès. Donc comme postulat, on va partir du principe que le succès serait l'accompli, et que la réussite serait un sursuccès. On met ça dans un coin, on y reviendra. En attendant, un peu de contexte. Venant d'un pays, la France, qui est constamment qualifié de réfractaire à la réussite, ça pourrait avoir du sens de questionner ses définitions. Car enfin, s'il est vrai que nous sommes rétifs à l'idée de trop grandes inégalités, que nous n'admettons pas les lois de la jungle économique et que nous crachons sur les Golden Boys arrogants au lieu de les ériger comme modèles, ça doit bien avoir une origine. Et comme Tommy m'a signalé que mes exemples géopolitiques étaient chiants, je suis allé chercher du côté de la culture, thème beaucoup plus amusant. J'ai donc noté deux exemples contradictoires qui me semblent éclairer assez pertinemment le sujet. Premier exemple, Pascal Nègre. Il faut savoir que Pascal Nègre fut président de plusieurs maisons de disques, très importantes, avant d'être celui d'Universal pendant plus de 15 ans. Cet homme, que vous le vouliez ou non, a défini le paysage musical français, voire francophone. Pas tout seul bien sûr, hein, mais de manière assez importante quand même. Lors d'une émission très regardée, il nous a offert une variation sur la réussite très intéressante. Il est interrogé sur les faits d'avoir, sous sa présidence, exposé beaucoup de daubes à des millions de paires d'oreilles qui n'en demandaient pas tant, et il donne cette réponse lumineuse. Pour moi, quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui n'a plu à personne. Question de l'entremetteur, ça va loin, ça signifie qu'une merde totale du moment qu'elle marche, ce n'est plus une daube. Réponse parfaitement cohérente de Nègre, une merde totale qui marche, c'est qu'elle doit bien avoir quelque chose. Vous commencez à le sentir, le cheminement. Hein. Second exemple, Didier Super. Chanteur-agitateur qui fut l'employé du précédent parce qu'il a sorti des albums chez Universal, avant de se filmer en train d'uriner sur la façade du siège social. Lors d'une entrevue, il lui fut demandé ce qu'il pensait de l'industrie musicale, et vous vous en doutez, ce ne fut pas piqué des leurs. Alors verbatim, moins les gens ont de choses à dire, plus ils ont de grosses sonos pour le faire. Et d'enchaîner sur « Réagir en réfléchissant donne du succès. À partir du moment où tu cherches le succès, t'arrêtes de réfléchir. » Ce qui illustre son propos plus global, sur les artistes qui n'ont plus que de la saveur à défaut du cœur, comme les yaourts, exemple qu'il utilisait, pour dire qu'ils ne contenaient plus de fruits, mais uniquement des exhausteurs de goût, en lieu et place de véritables goûts. Et pour conclure sur mes deux exemples, comme je ne me lasse pas de piller Régis Debray, m'est revenue une phrase de lui qui me semble résumer ce que je vais vous exposer durant de bien trop longues minutes. J'ai bien sûr changé les noms propres afin de coller à mes exemples. Hein. Pour Pascal Nègre, un homme en tête du hit parade ne peut être tout à fait mauvais, ni un auteur non reconnu vraiment bon. Didier Super aussi lira son top 50, mais de bas en haut. Ça rappelle quelque chose, hein. Je sais pas si c'est moi qui fais une fixette là-dessus, ou si, tout simplement, quand on s'intéresse à un sujet, toutes les choses semblent se liguer pour nous y ramener. Mais ça rappelle l'opposition paradigmatique entre ce que j'ai appelé ailleurs la constellation et la révolution. Et encore ailleurs, le syndrome Nadal-Federer. Je vous renvoie au reste de mon travail parce que tout ceci est bien trop long. Donc, on se retrouve avec un schéma qui ne dit pas son nom, mais qui est évident. Le succès consacre, le succès corrompt. Soit il est une consécration, il sanctionne le succès par la réussite, soit il est une corruption, il implique la compromission à la réussite. Et ces deux positions semblent irréconciliables par bien des aspects, car partant de prémices opposées. Soit vous êtes très bon et vous aurez le succès, donc la réussite, soit vous êtes trop bon et votre succès nuira à votre réussite. Mais une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte qu'il y a une différence entre les acceptions de succès et de réussite. Pour Pascal Nègre, on est dans la définition qu'on a posée au départ. Le succès, c'est l'accomplissement de ses actions. Et la réussite, c'est l'accomplissement de son succès. Pour Didier Super, en revanche, le verre est dans le fruit. La réussite ne serait gage de rien d'autre que d'une coïncidence entre l'œuvre et l'espace-temps. Elle est du coup immédiatement disqualifiée, car qui dit sursuccès dit publicité, popularité. On n'est pas loin du populiste vendu. En revanche,
toujours pour Didier Super, la réussite est envisageable, mais seulement si elle est prise pour soi. En gros, as-tu rempli les objectifs que tu t'étais fixés? Et pas du tout est-ce que les gens ont apprécié. Et c'est là qu'on est bien obligé d'en venir au point intellectuel relou et dégainer les concepts rigolos. Ce qu'on a décanté avec Tommy en fin de compte, ce sont deux choses, deux postures, que l'on peut appeler de plusieurs manières différentes, mais dont les termes les plus simples sont l'art et l'artisanat, qui nous mèneront aux deux postures corollaires, du snob et du vulgaire. L'art et l'artisanat est une dichotomie basée sur deux mondes qui s'opposent. La première, que vous connaissez sûrement, est l'exception culturelle. La seconde, plus importante mais curieusement moins discutée, est l'industrie culturelle. En exception culturelle, l'art supplante le produit. Il bénéficie de ce qu'on pourrait appeler un supplément d'âme. Quelque chose qui surpasse l'œuvre en elle-même, comme une sous-couche qui déterritorialise, c'est dur à dire, qui déterritorialise l'objet. C'est le plus fréquent dans le cas d'un tableau de maître par exemple, dont vous n'aurez jamais l'original chez vous, ou d'un happening qui ne se produira qu'une fois. Et même s'il est enregistré, il ne sera plus jamais tout à fait là. En industrie culturelle, rien de tout cela. L'art est un produit comme les autres. Il vise la standardisation, la multiplication et la marchandisation. S'il y a un esthétisme supplémentaire, très bien, hein, mais ce n'est pas le but. Le but est qu'il soit un produit de l'industrie, qu'il se vende. Sans cela, il est un échec. Et ça, pour le coup, ça a du sens pour mon pote Tommy. Parce que si son œuvre, aussi ratée soit-elle, finit par obtenir un succès, qu'importe sa qualité. Et, mais là vous êtes habitués, vous vous doutez bien que je ne peux pas laisser ces deux postures s'en aller avec les honneurs, car en effet, chacune est viciée à sa manière. Exception et industrie culturelle rendent compte de deux mondes en opposition. D'un côté, les États-Unis et le Japon par exemple, qui produisent ad nauseam, et dans lequel l'art est un accident de parcours mercatique, et de l'autre côté, par exemple la France, réfractaire au succès, on se caresse l'abscon en se glorifiant de la plus minime estime qui est la marque des vrais poètes maudits. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les postures du vulgaire et du snob. Et attention, précaution langagère d'usage, ces mots seront employés sans aucune connotation péjorative. Ou alors juste un peu. Vulgaire sous-entendant bas de plafond, mais disant également populaire. Et snob paraissant vaniteux, mais disant aussi instruit ou constructif, quoi. Le vulgaire veut plaire, il porte le ferment du consensus car il se juge le plus ouvert. Le snob souhaite parachever. Il balaye la facilité car il souhaite construire et élever. Et souvent les frontières se troublent. Par exemple Léo Ferré qui se défendait d'être artiste en s'affirmant artisan de la chanson. C'était un véritable combat pour lui, que de ne pas tomber dans la posture snobinarde de l'artiste qui sous-entendrait couper du monde. Il se voulait populaire, en se disant artisan, alors même que son œuvre et sa vie ont rétrospectivement tout du snob. Et c'est grâce justement à ce genre d'exemple un peu complexe qu'on tombe dans la contradiction la plus absurde mais aussi la plus rigolote. Si l'on considère l'art comme élitiste et l'artisanat comme bas de plafond, alors notre nègre, chef d'industrie millionnaire, est le vulgaire, alors que notre super, imbécile crasseux, est le snob. L'un dit « donnons aux gens ce qu'ils veulent ». L'autre répond « tu fais de la merde ». Alors même que l'un a le pouvoir et l'argent, et que l'autre a l'errance et les procès. Pour Pascal Nègre, la réussite est une victoire en soi, et la reconnaissance est une valeur indépendamment de la qualité du produit fourni. Cela veut dire pour lui que si un rebouteux laisse ses patients cancéreux repartir avec une tumeur, mais qu'il a 6 mois d'attente sur son agenda, il a bien dû faire quelque chose qui lui vaut son succès. L'exemple est sûrement un peu outrancier, mais vous avez saisi l'idée. A contrario, pour Didier Super, il semble que la réussite disqualifie immédiatement l'artistique de la démarche, car si l'on est apprécié par le plus grand nombre, on n'est plus subversif. On ne peut donc qu'être un artisan du nivelage par le bas, et la popularité devient alors la preuve d'une concession, voire d'une compromission. En fait, et comme souvent, la réponse se trouve en dedans. Être à soi nécessite trouver ses objectifs. Et que cela soit le chiffre de vente ou la beauté de l'art, les positions contradictoires seraient certainement plus conciliables si l'on distinguait la démarche du créateur et du promoteur. Le succès serait alors celui qu'on reçoit, tel un objectif objectif, et la réussite celle que l'on vise, un objectif subjectif. Et pour filer la métaphore de la musique, je ne sais plus qui disait d'Ennio Morricone qu'il se destinait à être un compositeur génial, et qu'il ne fut peut-être que compositeur de films. Un succès immense,
mais peut-être pas la réussite qu'il visait. Et c'est encore plus frappant pour Philippe Catherine, par exemple, qui a basé toute sa carrière après Luxor, sur une escroquerie totalement assumée qui lui a apporté le succès qu'il n'avait pas eu en 15 ans de chansons bizarres. Et est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une réussite? En tout cas, il s'agit bien d'une explosion de la frontière entre le snob et le vulgaire. Exactement comme mon ami Tommy. Du coup, j'ai pas su régler son problème, parce que ça dépend essentiellement de ce que lui considère comme son objectif, et donc comme sa réussite. S'il cherchait le succès, alors il a réussi. S'il quêtait l'estime, tout cela ne fut qu'un formidable gâchis. Au moins a-t-il réussi à lier la médiocrité, la flamboyance. Son échec aura au moins une réussite. Pendant quelques temps, il aura réconcilié le snob et le vulgaire. Rien que pour ça, il a du mérite. Et ça, c'est déjà une forme de réussite.